Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, vous allez entendre pendant 30 minutes des dialogues en français d'un niveau C1. On vous conseille d'écouter une première fois sans la transcription et une deuxième fois en lisant en même temps la transcription. Vous pouvez télécharger la transcription en cliquant sur le lien sous la vidéo ou dans les fiches. Vous trouverez aussi un fichier audio à télécharger. Si vous aimez cette vidéo, que vous pensez qu'elle est utile pour vous, n'oubliez pas de nous mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et on commence! Dis donc Patrick, je les ai encore entendus cette nuit. Qui ça? Ben les souris! Mais quelle souris? Je t'ai déjà expliqué qu'il n'y avait pas de souris ici. Écoute, je suis pas folle quand même. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des bruits dans le plafond. Et c'était pas les voisins, j'en suis sûre. Ça faisait comme des petits pas, tu sais, comme ça, tac, 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 tac. Bah, pourquoi tu m'as pas réveillé alors? Je t'avais bien dit de me réveiller si ça recommençait. Mais j'ai essayé, mais tu ronflais comme une chaudière. Oh là là, tu exagères. Oh, et puis, de toute façon, il n'y a pas que les souris, hein. Moi, j'en ai marre de vivre dans ce taudis. Tu m'avais promis qu'on déménagerait bientôt. Bah ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Entre le boulot, les gosses, j'ai rien le temps de faire moi. Ah ben, les gosses, ils te prennent pas un temps fou non plus, non? Ah ouais? Et qui c'est qui amène Jordi au foot? Et c'est qui leur fait à manger le mercredi soir? Ouais, et les autres jours alors, qui est-ce qui prépare tout? Oh, tu vas pas recommencer, hein. Moi aussi, si j'étais à la maison toute la journée, je ferais la cuisine. Mais bon, faut que j'aille taffer, moi, hein. Faut bien que quelqu'un paie les factures. Arrête, je connais la chanson. En tout cas, tout tombe en rade ici. Hier encore, il y a le porte-serviette dans la salle de bain qui s'est cassé. J'en peux plus, vraiment. C'est toi qui m'avais dit qu'on pourrait trouver mieux pour le même prix. Mais je sais, Bibiche, mais je peux pas faire 36 choses à la fois. Je te promets que je vais regarder bientôt. Ouais, tu m'as déjà dit ça le mois dernier, et celui d'avant. Ouais, ben, c'est pas de ma faute, hein, si le temps file aussi vite. La semaine prochaine, normalement, j'aurai un peu moins de taf. J'en profiterai pour aller voir GG. Et puis je mettrai un bout de colle sur le porte-serviette, t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Et ton GG, t'es sûr qu'il va nous trouver quelque chose de bien? Mais oui, c'est le roi de la combine, GG. Et je te rappelle que c'est lui qui nous a dégoté la 308. Oui, ben, justement. Ben quoi, elle est très bien cette bagnole, non? Elle te plaît plus? Ben si, mais on a quand même souvent des tuiles avec. Bon, des petites pannes de rien du tout. Et puis GG, il est pour rien. C'est la faute à pas de chance, voilà tout. Ouais, bon ben, en tout cas, j'espère qu'on aura plus de chance avec le prochain appart. Mais oui. Ah, tu entends? Tu entends maintenant? Tu vois qu'il y a des souris là-haut. Mais non, c'est pas des souris, c'est des rats. Ah, c'est horrible! Mais non, tu vas voir, je vais acheter 2 ou 3 pièges. Elles vont pas nous embêter longtemps, ces bêtes-là, hein. Et la semaine prochaine, j'appelle GG sans faute. Bon. Donc, monsieur Gilbert, vous pensez avoir le profil requis pour rejoindre notre équipe de commerciaux? Parfaitement, madame. Je crois que ma longue expérience chez Monsieur Mobilier fait de moi un excellent commercial. La relation avec les clients, l'analyse des problèmes, la capacité à trouver des solutions et à convaincre les interlocuteurs, tout ça, ça me connaît. Oui, mais il y a quand même une différence entre vendre des meubles et vendre du vin. Vous en avez conscience. Oui, tout à fait, madame. Mais vous savez, quand on est un bon vendeur, on est capable de vendre de tout. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que je pourrais vendre de la glace à des Esquimaux. Je vous épargnerai ce cliché. Mais quand même, je crois qu'avec mes qualités et mon expérience, je m'adapterai parfaitement à vos produits. Vous savez, la maison Pichard est une très ancienne maison. Nous avons une image de marque et une réputation à défendre. Pour nous, il est absolument indispensable que les gens qui nous représentent maîtrisent les codes et le langage du vin. Oh, mais je m'y connais en vin, je vous l'assure, j'en bois très régulièrement. Ah oui, et vous connaissez nos produits? Oui, oui, bien sûr. Je trouve que votre gamme de rouge est très intéressante. Une belle couleur avec de jolies étiquettes et un goût très intéressant, très fruité.
Les blancs sont très bons aussi, mais je dois quand même avouer que j'ai une petite préférence pour vos rosés. Mais nous ne vendons pas de rosé. Ah bon, non, excusez-moi, j'ai dû confondre. Enfin, de toute façon, il faudra me briefer un petit peu, évidemment. Mais une fois que vous m'aurez expliqué l'essentiel, je vous garantis que je ferai des miracles. Avant d'entrer chez Monsieur Mobilier, je n'avais jamais vendu un seul meuble de ma vie. Et au bout de quelques semaines, les collègues m'appelaient déjà le roi du meuble, c'est vous dire. Vous verrez, dans moins de 3 mois, tout le monde chez Pichard me surnommera le roi du pinard. Espérons-le. Et dites-moi, monsieur Gilbert, vous avez précisé dans votre CV que vous maîtrisiez bien l'anglais. Est-ce exact? Parce que nous avons une clientèle internationale importante, avec laquelle nous avons des contacts extrêmement fréquents. Of course, madame, I speak very very well English. Ma petite sœur est prof d'anglais. Donc vous voyez, c'est de famille. L'anglais était ma LV1 au collège. Et puis, il m'arrive de temps en temps de regarder des films américains en VO avec des sous-titres. Donc oui, je crois qu'on peut dire que je me débrouille bien en anglais. Of course. Très bien, monsieur Gilbert, merci d'être venu. Nous vous recontacterons rapidement pour vous donner notre réponse. Merci à vous. Ben alors, t'es pas venu finalement hier soir? Non, désolé, mais je t'avais dit, j'étais crevé. Oui, mais je pensais que tu passerais un petit coup quand même. Ouais, moi aussi, mais je suis tombé sur un super film à la télé, du coup, j'ai perdu la motivation. Ah ouais? Ouais, un film trop drôle, Le sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry? Jamais entendu parler de lui. Mais si, je suis sûr que tu le connais. Tu sais, c'est l'acteur, là, qui a toujours des rôles de râleur, il rouspète tout le temps dans ses films, il fait toujours la gueule. Il a joué dans Didier, tu sais, on l'avait vu ensemble, le film où il y a Alain Chabat qui se transforme en chien. Ah oui, bien sûr, je suis bête, Jean-Pierre Bacry. Mais il est mort il y a pas longtemps, non? Oui, exactement, c'est trop con. Moi je l'adorais cet acteur, il était super drôle. En tout cas, hier soir, je me suis vraiment bien marré devant le film. C'est quoi déjà le titre? Le sens de la fête. Ah oui, tout un programme. Oui. En fait, Bacry joue le rôle d'un gars qui organise des mariages, tu vois, des mariages un peu bourgeois. Alors il prépare tout, la bouffe, la déco, la musique. C'est une grosse organisation à chaque fois. Et là, il se retrouve embauché pour un grand mariage dans un château, tu vois, un château superbe, avec un parc splendide, genre Versailles. Et alors? Et alors devine, il lui arrive que des emmerdes. Il a des problèmes avec le chanteur de l'orchestre, avec le photographe, avec les serveurs, avec le futur marié aussi, qui est un type super chiant, super exigeant, qui critique tout, la musique, les fleurs, etc. Bref, le gars, Bacry là, il essaie de garder son sang-froid, mais c'est pas facile. En plus, il y a sa maîtresse qui est là, qui lui demande de quitter sa femme. Enfin bref. Ouais, ça a l'air très sympa. Et c'est un film récent? Ouais, c'était tourné, je sais pas, il y a 4 ou 5 ans. Le réalisateur, c'est celui qui a fait Intouchable aussi. Ah ouais, trop bien. Je suis fan d'Intouchable. Ouais, bah, tu vas voir, c'est pas exactement le même genre. C'est moins dramatique, bien sûr. Mais moi, perso, ça m'a franchement fait rigoler. Bon bah merci du tuyau. Je vais essayer de le télécharger alors. Ouais, c'est illégal, ça. Ça va, hein? Tu peux le voir sur Netflix. J'ai pas Netflix. Ouais, je te file mon code. Ah ouais? Bonjour, la langue française est-elle en danger? C'est la question autour de laquelle nous allons débattre aujourd'hui en compagnie de nos deux invités. Jean-François Langlois, journaliste au Fidelio Magazine et linguiste de formation, auteur de l'ouvrage Ces anglicismes qui nous envahissent, et Anne Gargantua, professeure de linguistique française à Tours, spécialiste de lexicographie et collaboratrice au célèbre dictionnaire La Blonde. Commençons avec vous, Madame Gargantua. Est-ce que le français est vraiment en danger? Bien sûr que non. Je dirais même que le français ne s'est jamais aussi bien porté.
Le nombre de locuteurs francophones s'élève à plus de 320 millions, ce qui fait du français la 5e langue la plus parlée dans le monde. C'est aussi la 2e langue la plus apprise à l'école et la seule langue, avec l'anglais, qui est parlée sur les 5 continents. Prétendre qu'elle serait menacée par quelque danger me semble complètement absurde. Monsieur Langlois? Et pourtant, si, elle est en danger. Vos chiffres sont bien jolis, mais la réalité, c'est que la langue anglaise est devenue la lingua franca de la planète, qu'elle domine les échanges politiques, culturels, économiques. Au niveau politique, par exemple, le français n'a plus aucune influence. J'étais à Bruxelles la semaine dernière et je peux vous assurer que désormais, il faut se lever de bonne heure pour trouver un diplomate qui s'exprime autrement qu'en anglais. Et encore, c'est un anglais d'aéroport, dévoyé, un charabia, qui ferait retourner Shakespeare dans sa tombe. Oui, monsieur Langlois, mais vous devez regarder plus loin que la France et l'Europe. Sur le continent africain, par exemple, le français jouit d'une vitalité extraordinaire. Sa pratique est en constante progression. 11 pays africains ont fait du français leur langue officielle exclusive et 11 autres l'ont choisi un usage officiel. Tout cela contribue à l'enrichissement et au développement de la langue française. Ah, justement, parlons-en de l'enrichissement du français. On assiste, au contraire, de jour en jour à l'appauvrissement, au dépérissement de notre langue. Même les journalistes ne savent plus faire 2 phrases sans écorcher un mot, sans utiliser un terme anglais, dont il existe pourtant un équivalent français. À la télévision, on est littéralement envahi. Talk show, prime time, best of, morning, coach, c'est infernal. Dans mon livre, d'ailleurs, j'ai recensé des centaines et des centaines d'occurrences. L'émission avec les chanteurs, par exemple, celle qui est très populaire là, eh bien, comment l'ont-ils appelée ? The Voice, The Voice. Ah, c'est du propre ça. Sans doute que la voix, ça ne faisait pas assez chic, assez branché. Et puis, ne parlons même pas du langage des jeunes, avec toutes leurs expressions incompréhensibles qui dénaturent la langue française. Mais cela a toujours été comme ça, monsieur Langlois. Déjà au XVIe siècle, certains puristes protestaient contre l'emploi de mots italiens en français. Comme vous avec l'anglais aujourd'hui, ils affirmaient que les italianismes corrompaient la beauté de la langue française. Mais les langues évoluent, monsieur, c'est ce qui fait leur richesse. Chaque génération apporte de nouvelles expressions, de nouveaux mots. Enfin, madame, vous n'allez pas me dire que des mots comme meuf ou seum enrichissent la langue française. Toutes ces incorrections, tous ces barbarismes ne peuvent qu'avoir un impact négatif, un effet négatif sur le bon usage du français. Très bien, alors désolé de vous interrompre, mais nous allons devoir terminer rapidement ce débat. Madame Gargantua, un petit mot pour conclure ? Oui, eh bien si vous me le permettez, j'aimerais citer Victor Hugo. La langue française n'est point fixée et ne se fixera pas. Cela résume bien mon sentiment que la langue française est une langue vivante, très vivante, qui a évolué et qui continuera d'évoluer à l'avenir, n'en déplaise aux puristes. Monsieur Langlois ? Monsieur Langlois ? Oui, moi, je voudrais juste rappeler que si l'usage fait évoluer la langue, un mauvais usage ne la fait pas évoluer dans le bon sens. C'est pourquoi, à mon sens, il est grand temps de réhabiliter la langue française. Eh bien quoi ? Ah, mais on peut plus parler avec toi, tu as toujours le nez dans ton téléphone. Non, mais là c'est urgent, c'est Charles, désolé. Oui, bah de toute façon, c'est toujours urgent. Moi, la prochaine fois, mon café, j'irai le boire toute seule. Ah, mais le prends pas comme ça, on doit se mettre d'accord pour la soirée de demain. Bah c'est pas si urgent alors, si c'est pour demain. Non, mais tu connais pas Charles. Il met toujours 15 ans pour répondre aux messages. Alors quand il est en ligne, il faut en profiter. Ouais, bah écoute, tu ferais mieux de prendre exemple sur lui. J'en ai marre de te regarder taper des messages. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Bon, attends, 2 secondes. Je te jure, je finis ma phrase et j'arrête. Voilà, c'est fini. Tu vois, c'était rapide. Et bon, qu'est-ce qu'on disait ? Bah je sais plus, moi. Ah si, on parlait de Bénédicte et de son cousin. Oui, bah écoute, j'ai plus trop envie de parler d'eux. Oh, arrête, sois pas vexé. Mais je suis pas vexée, je pense juste que tu as un sérieux problème d'addiction. Oh, tout de suite, les grands mots.
Vraiment, je t'assure. Je pense que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, que tu es trop dépendant de ton téléphone. Bon, écoute, je crois que je suis pas le seul, hein. Regarde autour de nous, regarde le gars là-bas. Lui aussi, il regarde son tel. Et elle là-bas, pareil. Et puis d'ailleurs, tu me fais la leçon, mais toi aussi, hein. Il me semble que tu n'es pas la dernière à taper les messages quand on boit un café. Oui, mais moi je me soigne. Ah bon, tu te soignes? Et oui, l'autre jour j'ai vu une émission à la télé sur Arte. Il y avait un spécialiste qui parlait des smartphones, des nouvelles habitudes que ça avait créées. Eh bien, il disait que c'était très nocif pour la santé. Ah ouais? Ouais, ça provoque du stress, de la fatigue, des insomnies, des migraines. Oh là là, si tu veux mon avis, c'est la télé que tu ferais mieux d'éteindre, hein, pas ton téléphone. Et tu sais, ce genre d'experts, je les connais. Des soi-disant psychologues spécialistes du comportement qui gagnent leur vie en faisant peur aux gens, qui squattent les plateaux télé en débitant leurs discours moralistes. Je suis sûr que le type, pendant qu'il parlait, il avait son téléphone dans sa poche, comme tout le monde, hein. Et qu'il attendait impatiemment la pub pour regarder s'il n'avait pas des nouveaux messages. Ouais, t'as peut-être raison, mais n'empêche que depuis que j'utilise moins mon téléphone, je me sens mieux. Maintenant, la nuit, je dors comme un bébé. Bah, je suis content pour toi, mais bon, il faut être réaliste. On va pas retourner à l'âge des cavernes parce qu'un pseudo-expert prétend qu'on dort mieux sans téléphone. Non, mais je dis pas ça non plus. Il suffit juste d'appliquer quelques recettes. Ah ouais? Et je peux savoir lesquelles? Je sais pas, juste s'aménager quelques moments dans la journée sans téléphone. Quand tu vas te promener, par exemple, ou le soir avant de te coucher, ou quand tu bois un café avec une copine. Bref, être un peu plus raisonnable, apprendre à ne pas compulser sans cesse son téléphone. Ouais, bien sûr, c'est comme tout, il faut être raisonnable. Mais bon, moi j'en ai marre de tous ces gens qui nous disent comment il faut vivre, ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour la santé, ce qui est pas bon, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. Moi j'aime bien passer du temps sur mon téléphone. J'aime bien scroller pendant des heures sur Facebook et Instagram. J'aime bien partager des conneries avec mes potes. Non, franchement, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Non, mais écoute, si tu... Ah, attends, excuse-moi. Tu vois, toi aussi, tu es dépendante. Extrêmement dépendante. Fais attention à toi, hein. Non, mais c'est un message de mon chef. Je suis désolée, mais il faut que je réponde, c'est urgent. Bah, écoute, la prochaine fois, moi, mon café, j'irai le boire tout seul, hein. Très drôle. L'autre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Grand problème, petite solution, nous accueillons Antoine Bonnois, propriétaire de l'épicerie Vrac, le panier frais dans le 7e arrondissement de Paris. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer en quelques mots ce qu'est une épicerie vrac ? Oui, bien sûr, c'est très simple. Une épicerie vrac, c'est une épicerie sans emballage, une épicerie zéro déchet qui permet de consommer tout en respectant la planète. Donc, c'est une sorte d'épicerie écologique, c'est ça ? Tout à fait. L'idée à la base, c'est de réduire nos déchets. Et le meilleur moyen de réduire ces déchets, c'est tout simplement de ne pas en produire. Quand vous allez faire vos courses dans un supermarché classique, tous les produits, ou presque, que vous achetez sont emballés. Si vous achetez 1 kg de pâtes, par exemple, vous allez vous retrouver avec du carton ou du plastique que vous allez jeter à la poubelle. Vous savez que chaque Français produit en moyenne plus de 350 kg de déchets par an. C'est énorme. En effet, ça fait beaucoup. Mais alors, techniquement, comment ça marche ? Je veux dire, quand les gens viennent faire leurs courses dans votre épicerie, comment ils font pour ramener les produits chez eux, s'il n'y a pas d'emballage ? Alors ce n'est pas très compliqué. Ils viennent avec 1 ou 2 sacs cabas assez costauds et puis ils utilisent des petits sacs en tissu pour les aliments et des bocaux pour les produits liquides. Les produits liquides ? Oui, on vend aussi des produits liquides. Par exemple, si vous voulez acheter de l'huile ou du vinaigre, eh bien, vous vous servez selon la quantité dont vous avez besoin. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Vous achetez au juste poids. Ah, génial ! Et donc, au niveau des produits alimentaires, on trouve les mêmes choses que dans un magasin classique ? Oui et non.
Disons que notre philosophie à nous, c'est de proposer à nos clients des produits sains et de qualité. Des produits qui soient respectueux de l'environnement. Donc tout ce qui est malbouffe, nourriture industrielle, évidemment, vous ne trouverez pas ça chez nous. Mais sinon, oui, nous avons tous les produits nécessaires pour bien manger, pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça va des fruits et légumes de saison aux produits secs comme les céréales, les féculents, etc. On a des choses sucrées aussi, des biscuits, des pâtisseries bio. Et vous avez aussi des produits pour la maison, je crois. Oui, exactement. On a des produits d'entretien naturel. On a aussi des produits cosmétiques, des crèmes pour le corps, du savon, voilà. Toujours des choses qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. Et ça marche, je veux dire, la clientèle suit? Eh bien, écoutez, oui, c'est beaucoup de travail, mais je crois que les gens sont assez réceptifs. Ils sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Ils ont envie de faire quelque chose au quotidien pour changer les choses, pour consommer mieux, à la fois pour leur santé et pour la planète. Alors c'est vrai que parfois, il y a des gens qui entrent dans l'épicerie et qui ont l'air un peu effrayés, et ils ne comprennent pas tout de suite de quoi il s'agit. Mais en général, avec un peu de pédagogie, ils comprennent très bien l'intérêt de ne pas avoir d'emballage. Et puis de l'autre côté, on a réussi à fidéliser une clientèle de base, on va dire, des gens qui partagent nos inquiétudes par rapport à l'avenir, et qui veulent aussi agir au quotidien, en soutenant l'agriculture locale. Très bien. Et au niveau des prix, les produits bio ont souvent la réputation d'être plus chers pour les consommateurs. Alors franchement, je ne crois pas qu'on soit plus cher que les autres. En tout cas, pour des produits de cette qualité, les prix sont tout à fait abordables. Et justement, nous, notre objectif, c'est de proposer quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre. L'idéal, ce serait que tous les magasins se mettent à copier notre modèle, que même les supermarchés se mettent au vrac. On peut toujours rêver. Oui, mais certains font des efforts en la matière, hein. Même si ça reste pour eux un argument purement marketing. Ils ont compris eux aussi que les gens en avaient marre de gaspiller, de jeter des tonnes de déchets à la poubelle. Eh bien, espérons que le message va passer. Merci encore à vous, Antoine Bonnoy, d'avoir été notre invité et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Agence Loca Vacances, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle au sujet de l'appartement que j'ai loué pour mes vacances. Oui, quelles sont les références de votre dossier? C'est un F1 à la Grande Motte, rue Général Leclerc. Oui, mais quel est votre numéro de dossier? Le numéro qui est inscrit sur votre contrat de location. Ah, attendez, je sais pas trop, il y a tellement de paperasse. C'est un papier jaune, c'est ça? C'est possible, oui. Alors attendez, le numéro de location, c'est ça? Oui. Alors le voilà, c'est le numéro 186 957. Très bien, vous êtes Monsieur Vouglois, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, quel est votre problème? Je vous écoute. En fait, il n'y a pas qu'un problème, il y en a plusieurs. Enfin, le plus pénible, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau chaude. Dans la cuisine, oui, mais pas dans la salle de bain. C'est pas très agréable pour prendre une douche. Oui, je comprends. Et quels sont les autres problèmes? Il n'y a pas de fourchette non plus. Il y a des couverts, des couteaux, des cuillères, mais il n'y a pas de fourchette. C'est pas très pratique pour manger. Oui, en effet. Quelque chose d'autre? La porte-fenêtre pour accéder au balcon est bloquée. Du coup, on a un magnifique balcon avec vue sur la mer, mais on peut pas en profiter. On mange nos tomates à la petite cuillère sur la table basse du salon. Il y a mieux quand même pour les vacances. Oui, je comprends. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Enfin, ça fait déjà beaucoup, non? Pour 1 000 € la semaine, on pourrait quand même avoir un logement correct. Oui, je comprends, monsieur. Nous en sommes désolés. Nous allons essayer de vous envoyer un plombier dans la semaine. Dans la semaine? C'est une blague? On reste pas 2 mois, hein? Nous, on repart samedi déjà. Et j'ai pas envie de prendre une douche froide pendant une semaine. Ma femme non plus d'ailleurs. Avec le sable qui colle partout, ce serait pas un luxe de prendre une douche chaude quand même. Oui, je comprends, monsieur, mais vous savez, les plombiers aussi prennent des vacances. En plein mois d'août, les rares qui sont disponibles sont très débordés. Écoutez, madame, c'est pas mon affaire ça. Je veux bien être gentil, mais ma patience a des limites. Alors, vous allez me régler ce problème dans la journée ou sinon je fais un scandale.
Oui, je comprends, monsieur, mais enfin, l'état des lieux a été fait à votre arrivée hier. Je l'ai sous les yeux, et rien de spécial n'a été signalé. Oui, mais j'allais pas prendre une douche avec la dame de l'agence. Je comprends, mais la porte-fenêtre, les couverts, tout était en état, tout était là, d'après l'état des lieux. Enfin bon, qu'est-ce que vous croyez? Que je vais m'amuser à piquer des fourchettes? Vous me prenez pour un receleur ou quoi? Et puis le balcon, de toute façon, votre dame là, elle y a même pas mis les pieds. Pourtant, il est écrit que le balcon a été vérifié. Vous l'avez bien signé, cet état des lieux, non? Oui, mais je lui faisais confiance. Moi, j'ai pas tout relu en détail. Bande de malhonnêtes. Allez, ça suffit maintenant. Donnez-moi le numéro du directeur. Je regrette, monsieur, mais c'est impossible. Ah oui? Alors, c'est quoi votre adresse? Où est votre agence? Nous n'avons pas d'adresse physique, monsieur. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça signifie que nos bureaux sont dématérialisés. Dématérialisé. Et je fais comment alors moi? Je vous envoie un email? Le mieux est d'envoyer votre réclamation via notre site internet. Il y a un formulaire dédié. C'est le plus efficace. Ah oui. Et comment je vais faire? Le Wi-Fi non plus ne marche pas. J'avais oublié de vous le dire. Décidément. Vous l'avez dit, oui. Bon, écoutez, je crois que je vais aller voir directement la police et comme ça, vous aurez de mes nouvelles, je vous le garantis. C'est noté, monsieur. Bonnes vacances. Ah. Vous écoutez Radio Inter, il est 15h, l'heure de retrouver notre rendez-vous quotidien 3 minutes pour comprendre la France avec Philippe Le Guérec. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour Anne-Sophie, ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Alors Philippe, aujourd'hui vous allez nous parler des voies vertes. Tout à fait Anne-Sophie, les balades en famille le dimanche, en pleine nature, le long d'une rivière, à l'orée d'un bois, à vélo ou à pied. Ça fait envie, non? Oh oui. Eh bien voilà, pour profiter de tout cela, rien de mieux qu'une voie verte. Alors, une petite précision importante pour commencer. Parfois les gens ont tendance à confondre piste cyclable et voie verte. Mais ce n'est pas la même chose. Vous connaissez la différence, Anne-Sophie? Non, enfin, je ne suis pas sûre. Eh bien, c'est très simple. Sur une piste cyclable, on ne circule qu'à vélo. Alors que la voie verte est ouverte à tous les modes de déplacement non motorisés. On peut donc s'y promener à vélo, mais aussi à pied, en roller et même à cheval, pourquoi pas? Et le vélo électrique y est autorisé également? Oui, bien sûr. On en rencontre d'ailleurs de plus en plus souvent sur les voies vertes en France. En revanche, pas de moto, pas de voiture bien sûr. Ces voies étant principalement destinées à un usage de loisir, un usage récréatif et sécurisé qui permet à tout le monde de se balader sereinement, sans stress, ce qui est un vrai plus pour les jeunes enfants et leurs parents notamment, ou pour les cyclistes néophytes qui découvrent le vélo et souhaitent éviter la circulation automobile. Et alors, où est-ce qu'on les trouve, ces voies vertes? Alors, en général, les voies vertes traversent des paysages bucoliques, des paysages de campagne, en suivant le tracé d'anciennes voies ferrées, en empruntant des chemins de halage, des routes forestières. On peut donc se promener tout en admirant des lieux splendides, des rivières, des canaux, des viaducs, des bois, des champs. Bref, on respire le grand air. On fait un peu de sport et on en prend plein les yeux, sans débourser un centime. Et il y a des voies vertes dans toute la France? Quasiment oui. En tout cas, il existe déjà 18 848 km d'itinéraires aménagés sur le territoire métropolitain et de nombreuses voies sont en cours de réalisation, ce qui devrait permettre au réseau français d'être l'un des plus développés et des plus attractifs en Europe. Est-ce que vous auriez un parcours à nous recommander en particulier? Alors toutes les voies vertes valent le détour, évidemment. Mais si je ne devais en retenir qu'une, ce serait celle qui traverse ma région, la Bretagne, en suivant le canal de Nantes à Brest. C'est un parcours splendide, avec plus de 200 écluses, de nombreux ouvrages d'art, des paysages divers et contrastés, des villes historiques. Oh là là, ça met l'eau à la bouche tout ça. Merci à vous Philippe et à demain pour une nouvelle chronique. Merci Anne-Sophie.